Elisabeth Hubert, un an après, votre rapport, vous vouliez développer l'enseignement, vous vouliez développer les systèmes d'information, on en est où? Merci Philippe, j'ai cru que vous alliez prendre la parole à ma place. Là, vous connaissez si bien le sujet que moi, c'est vrai. Et bien évidemment, la façon dont vous posez la question n'est pas totalement dénuée de malice. Mais je crois qu'effectivement, il n'est pas inintéressant. Un an, quasiment jour pour jour, hein, j'ai remis le rapport qui m'avait été demandé le 23 novembre. Nous sommes le 16 et nous sommes effectivement pas loin de l'année écoulée. Alors, quel bilan porter, quel jugement porter avant d'évoquer ce point, pour faire durer le suspense, j'évoquerai l'esprit et puis le contenu de ce rapport de façon très brève, parce que bien évidemment, je ne vais pas du tout le redétailler. Mais il y avait la volonté de se projeter non pas dans un avenir qui n'était qu'immédiat, mais qui était d'essayer d'imaginer, c'était d'ailleurs conforme à la feuille de route qui m'avait été fixée, ce qui pouvait être fait, ce qui devait être fait pour que la situation que nous connaissons et dont nous préjugeons qu'elle va exister avec encore un peu plus de dégâts dans les années à venir soit différente à l'échéance de 2020. Donc c'était un travail de prospective qui dépassait très largement les simples mesures immédiates, même si là aussi ce qui m'était demandé n'était pas simplement de se projeter dans un avenir immatériel, mais bien d'imaginer les solutions à prendre aujourd'hui pour que précisément les effets positifs en soient ressentis à l'échéance que je viens d'évoquer. J'ai bâti mon rapport sur l'idée qu'il y avait précisément tout à faire maintenant, avec des résultats qui ne seraient perceptibles pour certains précisément que dans 10 ans. Tout simplement en partant d'une observation d'une totale évidence, il faut 10 ans pour former un médecin. À partir du moment où on prenait des décisions maintenant, pour un certain nombre d'entre elles, elles ne pouvaient porter leurs effets que dans 10 ans. Donc il y avait des mesures qui ne pouvaient donner des solutions qu'à long terme, d'autres qui l'étaient à moyen terme, et puis enfin un certain nombre de mesures immédiates à prendre, puisqu'il fallait bien colmater les brèches que d'ores et déjà nous connaissons dans certains territoires de la métropole. Il y avait un premier volet qui comportait sur la formation et les mesures que j'estimais nécessaires, quand je continue à estimer nécessaires, en termes de formation des étudiants, de l'ensemble des étudiants d'ailleurs du monde de la santé, avec un focus particulier pour ceux qui sont aujourd'hui les plus concernés, étudiants en médecine générale. Un deuxième volet portait sur les systèmes d'information et plus largement tout le développement de la télémédecine, et là aussi ce que structurellement cela pouvait être amené à changer dans les années à venir, peut-être même nous amener à changer de paradigme, comme le mot à la mode veut le dire, et donc à ne pas obligatoirement considérer qu'avoir beaucoup moins de médecins dans les années à venir puisse être un drame absolu, et donc de regarder à la lueur de la modernité la façon dont on pouvait se l'approprier et vraisemblablement corriger les effets négatifs de ce que nous sommes aujourd'hui. Et puis il y avait un deuxième volet qui portait sur des aspects beaucoup plus organisationnels, avec un trépied, celui du regroupement, celui des coopérations, du regroupement des professionnels de santé, celui de la coopération entre les professionnels de santé, et enfin, troisième aspect, les évolutions en matière de rémunération, là aussi avec un focus qui portait plus sur les honoraires des médecins, mais pas que, c'est-à-dire que les propositions étaient plus larges que celles des seuls médecins. Et puis enfin, comme je l'évoquais, des mesures qui, elles, étaient plus conjoncturelles. Alors le bilan, puisque c'est cela votre question, Philippe. Une note, oui. Oui. 50% étaient réalisés, 20%. Ah bon? Alors 50%, dites-moi vite quoi? Non, en réalité, un an après, c'est décevant. C'est décevant. Alors c'est pas Elisabeth Hubert qui a pendant 7 mois travaillé sur ce sujet qui est déçue, parce que finalement ça n'a que peu d'importance. Et puis j'ai accepté, donc je l'ai bien voulu. Et comme ce n'est quand même pas au vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces, j'étais quand même pas complètement dupe, et je ne suis donc pas profondément déçu. J'ai le cœur brossé par d'autres expériences. Mais je trouve que c'est décevant
sur un plan stratégique, sur d'ailleurs ce que je conçois être la conception même de la politique, et parce que finalement sur des sujets fondamentaux qui imposaient, je le répète, de prendre des décisions cette année, un certain nombre d'entre elles n'ont pas été prises. Alors bien sûr, Pierre de Haas va évoquer les maisons de santé, et il le fera mieux que moi, ce qui a été fait en la matière, notamment en matière législative, qui était préconisé déjà bien avant d'ailleurs que je ne rédige mon rapport, le rapport Valencien, un certain nombre d'autres interlocuteurs avaient tracé déjà les lignes. Cela a été fait. Claude Deschères va certainement évoquer la Convention et ce qui a pu être obtenu. Moi, je dis que tout ça, c'est bien, mais on est complètement dans le conjoncturel. Et puis allez, je vais être même encore un petit peu plus provocatrice, on est dans les cubes des jours là. On est dans un fonctionnement normal, une convention de toute façon il fallait en négocier une puisque nous étions à une étape normale de cette négociation. L'adaptation législative au regard d'une organisation qui était en train de fleurir et de se développer. Et là aussi, pour faire le lien avec ce qui est évoqué dans la table ronde précédente, grâce aux acteurs de terrain, et effectivement pas obligatoirement aux institutionnels, mais bien grâce aux acteurs de terrain, les maisons de santé, les pôles de santé se développent, il fallait en accompagner juridiquement la floraison. En réalité, sur des sujets aussi essentiels que ceux de la formation, nada, rien. Rien. C'est-à-dire que on continue aujourd'hui à former des étudiants en CHU, monsieur le directeur du CHU de Bordeaux me pardonnera, mais je suis sûr qu'il comprendra parfaitement que mon propos n'est pas une attaque vis-à-vis des CHU, mais tout simplement le fait que quand 99 sur 100 futurs médecins vont exercer hors du CHU, la proportion est même peut-être encore un peu plus importante, il n'est pas légitime qu'ils soient formés à 100% en CHU durant les période si fragile, si sensible, qui est celle du moment où se déterminent des vocations. J'avais évoqué la façon dont on pouvait réformer l'internat. Alors certes, une commission existe en la matière. La conférence des doyens devant laquelle je réinterviendrai dans quelques semaines est tout à fait proactive en la matière, mais les choses ne bougent pas. La réforme de l'internat de médecine générale, faire en sorte que les futurs internes de médecine générale ne fassent pas simplement un stage sur 6 en médecine générale dans le pire des cas, parfois 2 quand ils font effectivement un stage en autonomie, tout cela ne bouge pas. On est donc là en train de prendre encore un tout petit peu plus de retard avec l'idée vraisemblable, mais qui est une évidence aujourd'hui, que la situation que nous connaissons, qui a été tracée, elle va exister. Et que, je pense, les générations futures, elles seront tout à fait en droit de nous dire « mais qu'avez-vous fait ?» La deuxième chose portait sur les systèmes d'information et la télémédecine. Alors un certain nombre de choses, certes, se font. Oui, on se réunit beaucoup. Lundi, je vais être encore à une réunion ministère sur hôpital numérique et tout ça est tout à fait intéressant, passionnant. La preuve, j'y vais, c'est que je trouve quand même qu'il y a un intérêt. Oui, mais enfin, là-dedans, le problème, c'est que le grand plan télémédecine, le grand plan système d'information, commun à tous les acteurs de santé, c'est-à-dire que là, je ne suis pas simplement en train de dire la pratique ambulatoire, seulement les médecins. Non, ces systèmes qui permettraient aux pharmaciens, qui sont quand même un peu en avance en la matière, aux médecins, aux infirmiers, aux kinés, mais aussi en lien avec les établissements hospitaliers, les grands établissements hospitaliers, et puis les plus petits, ceux de proximité, qu'accessoirement je représente ici ou là, et qui sont dans l'hospitalisation à domicile, et qui sont ces passerelles entre l'ambulatoire et l'hospitalisation. Ça serait peut-être bien que tout ce monde-là partage l'information, qu'effectivement quand un praticien médical, paramédical, hospitalier, libéral, peu importe, fait des constats sur son patient, il puisse nourrir un dossier et qu'il soit effectivement lu sans manipulation extraordinaire par des confrères ou d'autres professionnels. Aujourd'hui, alors certes, il y a le DMP, et je salue tout à fait les efforts qui sont faits par la ZIP en la matière.
Le seul problème, c'est que des efforts sont faits. Là, on voit des volets de synthèse qui se mettent en place. Mais l'interopérabilité entre les différents systèmes, tout cela n'existe pas. Et Pierre de Haas le sait parce que régulièrement, j'en prends l'exemple, je suis toujours un peu inquiète de voir fleurir des systèmes d'information dans les maisons de santé, à l'instar de ce que je connais d'ailleurs en hospitalisation à domicile ou qu'on le voit dans les grands établissements, qui sont des systèmes qui ne se parlent pas entre eux. Et ça continue. On avait une occasion inespérée, qui était le grand emprunt. Il y a un plan développement numérique. Je me laisse dire ici ou là que de temps en temps, le commissaire aux grands investissements, René Ricol, trouve que précisément en la matière, il n'a pas beaucoup de propositions. Bah, bien sûr, parce qu'elles sont émiettées, elles sont éparses, elles vont partir, et je n'en ai aucun doute, et c'est pas mal d'ailleurs, d'initiateurs locaux qui vont porter des projets. Mais ce n'est pas de la même nature que de porter un grand projet, effectivement, à l'échelle d'une nation, car c'est un élément structurant majeur. Je le répète, je pense que le développement de la télémédecine doit amener à regarder complètement différemment les besoins que nous avons en professionnels de santé. Je voyais encore, il y a quelques jours, je crois que c'est dans le journal du dimanche, tout un pavé sur effectivement le manque dans certaines spécialités, l'ophtalmologie, etc. Mais oui, mais la grande ligne directrice de mon rapport l'année dernière, qui n'était franchement qu'enfoncer une porte ouverte, c'était de dire essayons d'utiliser les professionnels, quels qu'ils soient, quel qu'en soit l'exercice paramédical, médical, je le répète, hospitalier ou libéral, là où est sa valeur ajoutée. Nous sommes dans un système où nous continuons à dégrader toutes les professions, toutes les structures, et le seul problème, c'est que tant qu'on paiera des gens à faire des tâches qui ne sont pas celles qu'ils devraient assumer, on trouvera toujours qu'on les paye trop cher, alors qu'en réalité, il faudrait certainement les payer encore mieux, mais pour faire des tâches là où sont leurs valeurs ajoutées. Alors, Elisabeth Hubert, non, mais je sais bien, mais le temps est passé. Mais en effet, il n'y avait pas que ça, mais il y avait des systèmes de rémunération des professionnels qui avaient un moteur pour permettre d'améliorer le système. Non, alors, la rémunération, ça ne peut pas être un moteur, c'est un outil. Ne confondons pas les choses. C'est un outil. C'est pas pareil. Mais c'est vrai que je ne suis pas une mécanicienne d'exception. Mais non, ce que je veux dire, c'est que en 2 secondes. Les éléments structurants, et je prétends pas avoir écrit la Bible, je le répète, je l'ai dit avant, je l'ai dit pendant, je le redis maintenant, j'ai fait beaucoup de compilations parce que beaucoup d'auditions, beaucoup d'écoutes, beaucoup de visites sur le terrain, et que j'ai toujours une ligne de conduite, c'est d'essayer de faire preuve du maximum de bon sens, si tant est que ça soit toujours possible. Et j'avais dit, personne, je le répète, n'avait dit l'inverse, les éléments structurants, fondamentaux sur l'avenir, c'est la formation, ce sont les systèmes d'information. Ce sont des éléments structurants. Il y avait un troisième élément structurant qui était l'ensemble de l'organisation de ce monde de la santé, notamment de la pratique ambulatoire, avec les 3 volets que j'évoquais tout à l'heure, qui étaient ceux de la coopération entre les professionnels. Et on en revient à ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire se dire, est-ce que nous n'avons pas aujourd'hui un ensemble d'actes qui peuvent être faits par d'autres, qui, parce qu'ils seront formés spécifiquement sur ces points, les feront mieux que moi je ne suis susceptible de le faire. Je le répète, en hospitalisation à domicile, aujourd'hui il est clair qu'une infirmière avec son DU Play cicatrisation fera toujours mieux qu'un médecin. Bon. Alors est-ce que ça avance un petit peu, là, les pharmaciens ça n'a pas suffisamment bougé. Le deuxième aspect, et je vais en avoir fini, Philippe, le regroupement, oui, ça avance, mais grâce à la dynamique et à la volonté des acteurs de terrain. On n'est pas encore, en dehors de l'aspect juridique sur lequel j'ai évoqué, on n'est pas encore à l'ampleur des moyens qu'il faudrait mettre en place, à tel point d'ailleurs qu'on est plutôt en train de contingenter le nombre de maisons de santé, de pôles santé, mais enfin plutôt maisons de santé, qui vont être aidées. Si on veut impulser une dynamique, moi je le répète, j'ai un esprit simple, si on veut impulser une dynamique, on ne contingente pas. Aujourd'hui, on contingente. Troisième aspect, la rémunération. Alors madame qui représentait l'assurance maladie et Claude qui avait signé la convention, pitié, bouchez-vous les oreilles. Non, parce qu'ils vont vous répondre. Tout simplement parce que, effectivement, ce projet d'autres rémunérations, et qui ne concerne, je le répète, pas que les médecins, c'était de se dire, nous avons le paiement à l'acte.
qu'on me démontre qu'effectivement, ça ne soit pas... On n'a pas aujourd'hui, de toute façon, les moyens de salarier l'ensemble des plus de 200 000 professionnels qui... Enfin, plus de 200 000, il y en a même plus que ça, libéraux de les salariés. C'est pas ça. Et puis, de toute façon, c'est pas l'objet. Il y a donc un socle pour la pratique libérale avec une seule chose, là aussi, c'est qu'elle soit justement rémunérée où elle devrait. Les travaux de la CCM clinique, on en parle. Enfin, on en parle déjà depuis longtemps, donc on va bien continuer à en parler, il n'y a pas de raison. C'est tellement joli d'en parler. Le deuxième niveau, c'était de faire en sorte que les soins coordonnés, que la coordination faite par des professionnels sur des populations, notamment maladies chroniques et populations de personnes âgées, soient justement rémunérées. Alors on voit des choses qui se font dans les conventions, un peu dans les conventions infirmières, un peu dans la convention médicale. Oui, mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que des soins coordonnés peuvent se faire. Et puis le troisième niveau, et j'ai fini, et le troisième niveau, c'était simplement de faire en sorte que, non pas nous fassions une rémunération à la performance à l'individu, mais que les regroupements soient effectivement accompagnés et aidés, parce que ces regroupements étaient facteurs d'efficience et de performance, et que c'était ces regroupements qu'il fallait accompagner et financer, et non pas le faire à l'échelle de l'individu. Et cela, donc je ne le retrouve pas du tout dans la convention médicale. Le constat est sévère. Oui. Ouais, je pense qu'on peut dire ça. On peut même pas dire qu'il est contrasté, il est plutôt sévère. Oui. Et pourtant, Mathilde Ligneux